Bonjour, bienvenue à ce module de cours sur l'analyse de l'amplificateur MOS en configuration drain commun. Donc, on retrouve ici une configuration drain commun typique où vous allez avoir le transistor MOS avec sa grille, sa source et son drain, où le drain va être connecté à une source d'alimentation, et où on va se servir donc de cet amplificateur ou de ce transistor comme un suiveur. Ça ressemble beaucoup à la configuration, conceptuellement, c'est comme la configuration collecteur commun. Si on s'en rappelle, c'est une configuration qui avait la propriété de donner un gain de tension qui était proche de 1, mais de permettre d'amplifier le courant qu'une source était capable de produire vers une charge. Ben, le drain commun a essentiellement la même fonction, qui en est une de prendre un signal qui a une certaine amplitude qui nous convient et de le reporter en sortie avec plus de muscles. Bien sûr, tout ça, ça dépend de la transconductance du transistor MOS que l'on met ici. Donc, voici notre transistor drain commun dans toute sa splendeur. Dans cette configuration simplifiée, on a connecté la grille à la masse via une résistance de polarisation. Ça prend toujours une polarisation, sinon ça ne fonctionne pas. On a choisi une configuration qui apparaît dépouillée ici, qui est une configuration non pas basée sur des résistances, mais plutôt basée sur l'exploitation d'une source de courant. Puis l'intention de ce montage est d'envoyer un signal dans une charge. Donc, si j'ai un courant fixe qui va dans la source, ben, le signal que je vais injecter ici par VSIG, il y a juste une place à aller. Dans le fond, c'est la charge. Donc, avec un courant constant ici, qui polarise le transistor dans un mode où il fait son travail d'amplification. Amplification, pas une amplification de tension, mais dans une amplification de courant, si vous voulez, ce qui est un peu un lapsus ici, là, parce qu'on fournit essentiellement aucun courant en DC. On a un transistor qui est en haute impédance à l'entrée, mais néanmoins, si on regarde la source, la résistance que l'on a, RG, entre la masse et cette grille, ben vous savez que pour un MOS, ça ne gêne pas de mettre ici 1 mégaohm, voire même 10 mégaohms. Mais de l'autre côté, on pourrait très bien venir attaquer une charge qui serait, si vous voulez, un haut-parleur avec une impédance de 8 ohms. Tout dépend du transistor que vous voulez mettre entre les deux. Donc, d'être capable de passer d'un domaine où le niveau d'impédance sont des mégohms à un domaine où le niveau d'impédance est dans les dizaines d'ohms et d'être capable de propager ce signal en préservant essentiellement son amplitude, ben, c'est une propriété qui est extrêmement intéressante. Donc, c'est pas parce que le gain de tension n'est pas là que le montage n'est pas intéressant, au contraire. Et la capacité, la faculté, si je veux utiliser un mot qui est moins ambigu, la faculté qu'a ce transistor à abaisser le niveau d'impédance, elle est extrêmement intéressante et elle est bien utilisée en pratique. Donc voici pour la configuration. Et bien sûr, vous vous rappelez aussi que drain commun, c'est quand? Ben, c'est quand je rentre par la grille et que je sors par la source, indépendamment de comment j'ai fait la polarisation autour, on va toujours appeler ça drain commun. Donc, on prend cette configuration qui vous donne qui est un peu plus au niveau circuit, avec ses condensateurs d'isolation, ses condensateurs de couplage et sa source de courant. Et là, on le traduit dans un modèle petit signal. On choisit de prendre un modèle petit signal en T parce que dans ce cas-ci, la résistance R0, qui est un classique, là, donc vous allez avoir ici I, vous allez avoir un courant I qui passe dans l'impédance 1 sur GM. Et on se rappelle, hein, c'est une forme du modèle en T. Il n'y a pas de courant qui passe là, mais en injectant I
qui est égal à GM-VGS. Dans GM, ben, ça produit VGS. Donc, une transformation, une manipulation, un tour de passe-passe, si vous voulez, c'est de dire qu'entre ce nœud et ce nœud, c'est comme s'il y avait une impédance de 1 sur GM, mais je n'ai jamais à lui fournir aucun courant, puisqu'il y a une source de courant qui fournit exactement ce courant. Avec cet artefact de transformation au niveau circuit, ben, le circuit, son analyse devient presque dégénérée, elle devient extrêmement facile. Si vous clignez les yeux pour 2 secondes, vous n'allez jamais comprendre à quel moment la solution du problème est apparue. Et tout ça, ça découle de l'exploitation du modèle en T sous sa forme où on a remplacé, donc on a scindé la source de courant en deux, puis là on s'est dit, si je mets une source de courant et une source de courant dans laquelle j'injecte I est égal à GM VGS, avec une différence de potentiel VGS dans une impédance de 1 sur GM, ben, GM VGS divisé par GM, ça vous donne VGS. Donc, ça vous laisse avec votre courant de 0. Donc, c'est une transformation élégante, extrêmement utile, qui nous amène donc à ce montage pour lequel on a ici notre courant I qu'on peut calculer comme tout simplement la tension qu'on va mettre sur ce point qui passe dans cette branche que l'on a ici. Donc, on va avancer là-dedans. On est prêt maintenant à faire l'analyse puis à écrire des équations. Là, je vous l'ai expliqué à un niveau qualitatif. Donc là, on est prêt à aller à un niveau plus quantitatif. Donc, dans ce montage, donc, on va maintenant, on reprend notre même configuration avec la résistance équivalente R01. La résistance équivalente, si on revient ici, donc on a ce R0, puis on a la charge. La charge que l'on a mis ici, on a notre source de courant qui a une impédance infinie. Donc, on peut dire, si ça, c'est la masse en signal, on voit que R0 va tomber en parallèle, va être vu par le montage comme étant en parallèle avec RL, et c'est l'artefact que l'on prend tout le temps. Donc, c'est la technique d'analyse que l'on prend. On absorbe R0 et RL dans une seule résistance qui est le R équivalent. Et ensuite, le but, c'est toujours de faire cette analyse en chaîne. Hein. C'est la technique d'analyse qu'on adopte. Donc, on a V0 sur Vsig qui peut se développer comme V0 sur Vi et Vi sur Vsig. Donc, sachant que c'est ça qu'on veut faire, ce qu'il nous faut faire, c'est de trouver une expression de V0 sur Vi, puis de trouver ensuite une autre expression de Vi sur Vsig. Donc là, maintenant, on commence, on dit, OK, j'ai besoin d'une expression de Vi sur Vsig, ben, construisons-la. Et c'est quoi l'expression de Vi sur Vsig? Si je coupe ça ici, ben, c'est tout simplement la résistance d'entrée du montage et Rsig qui vont donc se comporter comme un diviseur de tension. Et dans ce cas-ci, comme il n'y a pas de courant qui rentre ici, comme je n'ai pas de courant à fournir, il y a quelque chose qui est paradoxal ici. Hein? Il y a une connexion directe, il y a une branche, il y a des résistances, mais dans les faits, comme on n'a à fournir aucun courant, parce que la tension VGS qu'on a imposée ici va induire un courant qui est multiplié, injecté dans cette résistance, va déjà mettre ce nœud au même potentiel que ce nœud. Donc, je peux considérer que ceci est un circuit ouvert. C'est un circuit ouvert. Donc, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois RG. Donc, mon VI sur Vsig, c'est quoi? Ben, c'est RG sur RG plus Rsig, qui est mon premier terme dont j'avais besoin. Le deuxième terme dont j'ai besoin, c'est Vout sur Vi. Vi, c'est la tension à ce point que vous voyez ici. Donc, Vout sur Vi, ça va être quoi? Ben, dans ce montage, ça va être encore une fois un simple diviseur résistif entre RL et 1 sur GM.
Donc, il est donc très facile à calculer. Notez qu'il y a une petite transformation ici. Là. Dans l'équation, on écrit R équivalent, ce qui est correct. Donc, et dans le montage, on ne montre ici que RL, mais on montre RL, mais il y a RL et R0 qui est en parallèle. Donc, c'est vraiment R équivalent. Donc, si je le fais de façon correcte, donc V out sur VI, c'est un diviseur résistif entre R équivalent et 1 sur GM, et une expression de cette forme, R sur R plus 1 sur GM, ben, la transformation est banale. On multiplie par GM en haut et par GM en bas, ce qui nous donne un GM R équivalent sur 1 plus GM R équivalent. C'est une forme qu'on retrouve systématiquement, et ça découle du fait d'introduire une résistance 1 sur GM et de simplifier ce 1 sur GM en multipliant par GM au numérateur et au dénominateur, qui nous donne cette forme qui va en fait revenir pour toutes les configurations avec des variantes. Ce qui change de une à l'autre, il faut être prudent et attentif, ça va être les indices que l'on va mettre dans les différentes valeurs de résistance. Donc, pour la configuration de drain commun, le terme V0 sur VI, c'est GM R équivalent sur 1 plus GM R équivalent. Et comme je vous dis, si vous faites un battement de cils, ben vous n'allez pas comprendre à quel moment ça s'est passé, parce que j'ai ce terme qui est un diviseur résistif, qui est mon Vout sur VI, que je recopie ici. J'ai mon VI sur Vsig, RG sur RG plus Rsig, que je recopie ici. Et voilà, voici mon gain dans toute sa splendeur, et mon gain AV, qui est le produit de deux diviseurs résistifs, un entre RG et RG plus Rsig. Puis si vous avez une source, même un microphone qui aurait une impédance de sortie, disons un microphone céramique qui aurait une impédance de sortie aussi élevée que 50 kΩ, 50 kΩ face à 1 mégohm, ce terme-ci va facilement être assimilable à un 1. Maintenant, là, vous allez vous retrouver avec le terme GM R équivalent. Bon, bien là, ça dépend de la valeur de GM que vous avez et du R équivalent que vous avez. Mais si le terme GR équivalent est notablement plus grand que 1, ce terme va tendre vers 1. Ce ne sera pas toujours le cas parce que bien sûr, ce qui va se passer dans la vraie vie, c'est qu'on risque d'être ambitieux et de vouloir attaquer une charge d'impédance relativement faible et le produit GMR équivalent sera souvent pas beaucoup plus grand que 1, ça va être 3, ça va être 4, ça va être 5 dans le concret. Donc, ce terme-là, souvent, pour les transistors communs, dans les genres de problèmes que vous allez retrouver, GM R équivalent, qu'on remplace par des valeurs numériques, ça va sortir pour 3, 4, 5, 10 parfois. Donc, si vous avez 10 sur 10 plus 1, parce que c'est le même terme, vous voyez que ceci est aussi proche de 1. On va faire des exemples numériques plus tard, mais vous allez voir que finalement, ça revient à ça. Donc, on a maintenant notre expression du gain de ce montage drain commun. Et là, maintenant, on peut poursuivre l'analyse pour voir c'est quoi la résistance de sortie du montage, qui est intéressante. Donc, on a ce RC, RG, il n'y a rien qui passe là. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on voit à partir du nœud quand on fait l'analyse. Quand on fait une analyse pour une résistance de sortie, l'idée et la méthode d'analyse, c'est de tuer les sources indépendantes, de venir imposer dans le nœud de sortie une tension et de se demander qu'est-ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, on va voir ici un R0 qui va tomber en parallèle avec 1 sur GM parce que ce nœud qui est ici, bon, ben, entre ce nœud et là, je vais avoir le 1 sur GM et qui est connecté entre ce nœud et ce nœud de sortie. Et donc, je vais voir 1 sur GM qui va tomber en parallèle avec R0. Donc, je vais donc voir comme impédance de sortie le R0, puis qui va
qui va tomber, donc en parallèle avec le 1 sur Gm qui est là. Et donc ça me donne la résistance de sortie du montage. Donc, si on revient ici, on est prêt à rentrer, à faire des exercices, faire des calculs. Et donc, dans cet exercice, donc, on considère un montage où la source de courant qu'on avait dans le schéma de principe, donc si vous vous rappelez, on avait ce schéma avec une source de courant, ben, on a appris comment on fait ça, une source de courant, et la source de courant, on l'a fait par un miroir de courant. Donc, vous avez votre miroir de courant entre VDD qui est installé entre VDD et la masse. Et donc, vous allez avoir votre transistor M3, qui est un transistor de type N. Pour le mettre en conduction, il faut lui imposer sur la grille son VGS. Et ensuite, le courant qui va circuler dans le drain, ça va dépendre de l'excédent entre VGS et VTH. C'est toujours votre expression K fois VGS moins VTH au carré, ce qui va vous donner le VDS. Et là, maintenant, on va pouvoir écrire une expression entre VDS et VDD. Donc, il y a VDD moins R2 fois ID moins VGS qui va nous donner 0. Donc, c'est la question. Quand on va voir la réponse, c'est ce qu'on va faire. On va prendre cette branche, puis on va l'analyser par les tensions de Kirchhoff. Donc, la branche, c'est VDD moins R2ID moins VGS. Puis VGS, c'est quoi? C'est le VGS qu'il faut pour que le courant soit égal au courant que l'on recherche. Et cette tension est imposée sur la grille de M2 et en étant imposée sur la grille de M2, elle va produire dans le drain de M2 un courant qui est une image miroir du courant qui est dans le drain de M3. Et ça va être précis si les caractéristiques du transistor M2 et M3 sont les mêmes. On pourrait aussi imaginer en faire un multiplicateur de courant, mais faisons l'hypothèse que M2 et M3 sont des frères jumeaux. Donc, si M2 et M3 sont des frères jumeaux, pour le même VGS, si on néglige le R0 du transistor M2, il va avoir envie de fournir le même courant, et c'est ce qui va venir polariser votre transistor M1, puis finalement, ce montage vous donne véritablement ce qu'on cherchait à faire ici. Donc, on a une résistance, une grande valeur de RG, on a une source de courant qui vient tirer du courant, puis on pousse un signal dans l'entrée, dans VI, qui va se retrouver amplifié en courant par rapport au courant qu'il faut fournir pour attaquer une résistance RG. Donc, ça va se retrouver dans RL. Donc, on revient ici. Et si on revient ici, on se retrouve avec je pense qu'on est rendu à faire le calcul. Si on fait ce calcul, donc on veut la première question. Quelle était la première question? La première question était calculer IDQ de M1. Le IDQ de M1, en fait, je l'ai presque fait de façon intuitive. Là, on a les équations en appui avec ce que j'ai raconté. Donc, on a VDD moins R2ID. R2 ici, c'est 20 kΩ. Donc, VDD, c'est 20 moins R2ID. Je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur là-dedans. Donc, on a dit VDD. VDD, c'est quoi? On n'a pas spécifié le VDD. Donc, il n'y a pas... Ah oui, en fait, le VDD, c'est VDD moins VSS. Donc, la boucle, si on fait la boucle, j'ai peut-être pris un raccourci qui n'est pas tout à fait correct tantôt, là. Donc, quand on part de VDD, on descend moins RDID, moins VGS, on arrive à VSS. Donc, la différence entre VSS et VDD, c'est bien de 20 volts. Donc, vous avez une boucle, vous avez une montée de 20 volts,
moins une chute R2ID, moins VGS, et ça détermine votre boucle. Donc, c'est ce qui est écrit ici, c'est votre boucle. VDD de la différence de tension, vous l'avez ici de 20 volts, moins la 20 kΩ fois ID3, moins VGSQ qui vous donne 0. Puis, le courant ID3, c'est quoi? Ben, c'est K fois VGSQ3 moins VT au carré. Donc, vous pouvez remplacer. Et là, vous voyez ce qui arrive, et c'est le classique, et ça arrive systématiquement dans les problèmes avec des MOS. Vous avez une équation quadratique où il y a une seule inconnue. Une fois que vous avez remplacé le VT qui est fourni dans la donnée du problème, vous avez une seule inconnue, c'est le VGSQ3, et vous êtes devant le classique problème de développer votre carré, additionner correctement vos termes, pas vous tromper dans vos ordres de grandeur et dans vos unités, et si vous le faites correctement, je ne vais évidemment pas le faire. Là, il faut prendre un papier et un crayon, il faut le développer. Ce n'est pas le genre de choses qu'on fait sur le médium acétate dans VIA comme maintenant. Donc, prenez le temps de prendre papier et crayon, parce que c'est exactement ça qui se passe dans un examen. Vous devez prendre cette expression qui s'écrit de façon directement par inspection. Là, ensuite, il faut le transformer là-dedans en développant le carré et en appariant les termes en VGSQ carré, le terme en VGSQ3 qui vient du fait que j'ai 2VT, moins 2VT VGSQ3 et qui est multiplié par donc, le 20 000 K, pour remplacer par la valeur de K, bien sûr. La valeur de K, je ne l'ai pas noté, mais la valeur de K, on l'avait donné, puis attention, hein, attention aux unités. Donc, ça, c'est des milliampères. Donc, rappelez que les milliampères, ça neutralise des kiloohms, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est 2 milliampères par volt carré. Donc, c'est pour ça que ça vous donne, donc, il y a 3 zéros qui sautent, quand vous combinez ça avec le K qui est là. Mais si vous combinez correctement ces termes, vous développez votre carré, 2VT VGSQ, et vous avez 20 000 multiplié par ce qu'on avait, c'est donc, on avait 2 milliampères, donc 0.002, et vous développez votre carré, vous ajoutez ça au terme VG en VGSQ3, ça vous donne le terme du milieu, plus 140 que vous obtenez en développant, vous avez d'où il sort celui-là, ben, j'ai 20, et puis VT, il faut voir c'est quoi VT, puis VT, c'est VT élevé au carré qui se combine au 20. Puis évidemment, il faut faire nos transformations correctes, là, et quand on le fait, c'est l'équation qu'on obtient. Et si on résout cette équation, on trouve deux solutions et beaucoup de décimales. Bon, probablement que les deux dernières servent à rien, mais 2 plus 2.65 de VGSQ au plus 1.31. Puis là, on retourne et c'est là qu'on voit que notre VT était de 2 volts. En fait, ça correspond au cas de figure d'un VN 2222. Donc, votre VT de 2 volts. Et avec votre VT de 2 volts là-dedans, vous dites, ah tiens, regardons, j'ai trouvé un VGS qui est inférieur à VT. Donc, le VGS qui est inférieur à VT, forcément, ne peut pas être la solution. Donc, je dois le rejeter. La première solution est retenue parce que c'est pour celle-là que mon transistor est en conduction, est en voie de saturer. Et je peux donc maintenant résoudre. Et ça me donne, pour cette tension, si je remplace correctement avec mon K, fois VGS moins VT au carré, ça me donne ma réponse pour le courant ID1, qui était la première question. Donc, mon 867 microampères, qui est le courant dans le montage. Donc, là, pour ça, ça, je vous ai suggéré, en fait, je vous ai insisté beaucoup sur le fait que, notez que dans le problème, on ne vous a pas donné le GM, on vous a donné le K, mais on ne vous a pas donné le GM. Ça, c'est un petit virage qu'il faut savoir prendre, et c'est un grand classique. On vous donne le K qui est nécessaire pour vous
pour résoudre, pour trouver la polarisation. Puis implicitement, on a spécifié le GM, mais on a spécifié le GM pas numériquement, mais via une équation que vous devez connaître, que vous devez avoir sur votre feuille aide-mémoire quand vous êtes en mode résolution de ce type de problème, où GM, c'est la racine carrée de 4KID. Donc, quand on fait les calculs et observez les unités, faites bien attention. Donc, quand on tient compte correctement des unités, vous avez un courant qui est en milliampères, vous avez un cas qui est en millième. Quand vous faites la racine carrée, ça va sortir en millisiemens. Un Siemens, c'est beaucoup de conductance en passant, et c'est beaucoup de conductance. Donc, ça sort en millisiemens, donc qui est votre GM, parce que le GM, ben, en fait, on se rappelle que quand on a une équation de gain qui était celle-ci, je crois, non, je me suis trompé. Donc, l'équation de gain, ben, l'équation de gain, elle est en GM. Donc, pour calculer le gain de tension du montage, ça va nous prendre GM. Donc, je retourne où j'étais. Donc, le GM est maintenant disponible pour faire le calcul du gain. Là, maintenant, on peut aussi trouver le R0. On fait l'analyse avec le R0 parce que, et ça, c'est une difficulté en passant dans ce problème-là. Donc, le R0, on peut le calculer comme toujours la tension de Early sur le courant qui passe dans le transistor. Donc, si mon courant qui passe dans le transistor est celui qu'on vient de calculer ici, 0,867 milliampères ou 867 microampères. Donc, je prends ma tension de Early, je divise par ce courant-là, ça me donne donc un R0 pour ce transistor. Et là, on va écrire par inspection, sans preuve, une équation de gain. Et ça, il y a un petit passage difficile pour les étudiants de voir qu'il y a un R01 qui est ici, il y a un R02 qui est là, et il y a RL qui est là. Et ces trois résistances, vues de ce nœud, ces trois résistances tombent en parallèle. Donc, c'est quoi l'équation qui donne le gain? Ben, c'est GMRQ sur 1 plus GMR, pas RQ, mais R équivalent. Et c'est quoi le R équivalent? Ben, le R équivalent, c'est tout ce que je retrouve en parallèle à ce point. Donc, c'est R01, R02 et RL. Donc, sans autre forme de preuve, d'équation, tout ce que vous voulez, par appariement entre les termes, on vient vous dire que la source de courant qui n'est pas idéale avait une impédance de sortie de R02. Le R01 est bien là, et il faut venir mettre le RL dans le montage. Et le premier gain, donc AV1, entre ce point, si je peux faire entre ce point et ce point, ce point étant le même, là, le condensateur qui est là est suffisamment faible pour être un fil en signal à mi-bande. Donc, le gain entre ce point et ce point, c'est ce qui est calculé ici. C'est le Vout sur le Vin. Et donc, le Vout sur le Vin, qui est ici, ben, c'est GM R équivalent sur 1 plus GM R équivalent. Vous avez toutes les données pour sortir votre calculatrice et calculer. 0,957 volts par volt. C'est moi. Donc, qui est le résultat attendu? Un gain de tension. Et quand vous calculez le gain de tension d'un amplificateur drain commun, vous vous attendez à trouver quelque chose qui est strictement plus petit que 1, nécessairement plus grand que 0, absolument positif. Donc, la réponse, normalement, va sortir entre 0,5 et 1, le plus souvent. Et si votre calculatrice vous dit d'autre chose, ben là, vous savez que vous avez fait une erreur de calcul en quelque part. Retournez vérifier vos données de problème. Et donc, ça, c'est le terme de gain de tension entre ce point et ce point. Cependant, pour amener le signal à ce point, il y a une atténuation qui va se passer entre R1 et R sig, donc qui est le RG sur RG plus R sig.
Et donc, en tenant compte de cette atténuation additionnelle entre la 1 mégohm et la 10 kiloohm qui est là, ça multiplie le même terme que celui qu'on avait ici, le même terme de gain, par RG sur RG plus RSig, qui est la même formule que celle qu'on a. En fait, c'est exactement la même chose que la formule qui est là. C'est ce terme ici là, qu'on vient de ressortir. Et on arrive à ce point. Et quand on tient compte de ce terme d'atténuation, le gain net du signal jusqu'à la charge est de 0,947. Donc, on a un gain de tension qui est proche de 1. Si on avait voulu dans ce montage mettre une résistance RL ici qui a de, par exemple, 1 kiloohm, avec une résistance de 1 kiloohm, on aurait eu un gain qui aurait été très, très proche de la même chose. Là. Donc, ce n'était pas nécessaire d'avoir une résistance de charge de 10 kiloohms pour préserver un gain près de 1. Le gain aurait encore été très près de 1 avec une résistance de charge sensiblement plus basse, avec donc le transistor en drain commun qui fait son travail d'abaisser le niveau d'impédance d'un domaine où le niveau d'impédance est de l'ordre du mégohm à un domaine où le niveau d'impédance est de l'ordre de 10 kiloohms. On progresse dans l'analyse. Et là, on arrive avec une autre question que l'on pose. Et l'autre question, je vais retourner à la question. Je pense que c'est important de retourner à la question. La question était, ça c'est une question que je sais difficile pour les étudiants et je sais que ce problème est peut-être un des plus difficiles que vous allez voir dans le cadre du cours. Donc, calculer la plage dynamique du signal d'entrée qui est acceptable pour le montage. La plage dynamique pour laquelle le signal de sortie suit le signal d'entrée. C'est un des problèmes possiblement les plus difficiles qu'on va vous montrer ce trimestre. Difficile parce que il n'est pas tellement difficile à un plan conceptuel, mais vous voyez ce qui se passe là. Pour réussir à obtenir la solution, ben, il faut affiler son crayon, il faut sortir sa feuille, il faut faire des analyses de quadratique, puis il ne faut pas se mélanger en route. Je vais vous dire que ce problème-là, quand j'ai hérité du matériel pédagogique, la solution était fausse. J'ai dû sortir ma feuille, j'ai dû le recalculer, puis je me suis trompé 5 fois en route. Donc, peut-être je pourrais en conclure que si je vous donne ce problème-là à l'examen, probablement que la moyenne va être 0. Parce que si je vous demande d'arriver à la réponse, je ne corrige pas le développement avec un problème de cette complexité-là que vous faites sous pression à l'intérieur d'un examen, ben, tout le monde va avoir 0. Je constate en passant que les choses se sont mal alignées. Il y a un petit problème disons, de formatage des équations là, que je constate en vous parlant. Donc, je vais être obligé de vivre avec ça. Ce n'est rien d'autre qu'une parenthèse qui a été mal créée dans les équations. J'en suis désolé. Donc, ben, c'est une parenthèse, c'est une parenthèse. Mais tout ça, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Ce qui est important, ce qui est quand même important pour vous de comprendre, c'est de savoir comment poser les équations dans ce problème-là. Et donc, comment poser les équations dans ce problème-là? Comment on fait l'analyse pour trouver les signaux maximum et minimum qu'on peut sortir du montage? Donc, dans une première version de l'analyse, on peut la faire en négligeant le courant I1. Donc, le courant I1, c'est le courant qui est un petit peu en négligeant le I1, première condition sur M1, jusqu'à quelle tension je peux amener le nœud de sortie. Donc, je pars d'ici et regardez comment on pose les équations. C'est ça qui est intéressant pour moi, c'est ça qui est important. Je pars de 0, j'ajoute une montée de tension Vin, j'ai une descente de tension ici,
qui est de VGSQ1 et j'ai une descente ici qui est VDSQ2. Donc, Vin moins VGSQ1 plus VDSQ égale quoi? Ben, moins 10. Ça, en passant, c'est ce qu'on pourrait appeler une analyse grand signal dans le but de déterminer la tension de saturation de l'amplificateur. Le genre d'analyse que vous n'avez jamais vu développer analytiquement jusqu'à ce point-ci dans le cours. Et encore une fois, c'est un des types d'analyse les plus difficiles à comprendre pour les étudiants parce qu'il n'y a pas vraiment d'équation. Chaque montage est spécifique et il faut être capable pour trouver la réponse analytiquement. Donc, évidemment, si vous allez sur LTSpice, il va vous la donner la réponse. Et pour trouver la réponse analytiquement, il faut être capable de poser ces équations-là. Donc, si vous prenez ça, ça devient donc une transformation in qui va être égale à moins 10 plus VGSQ1 plus 10 plus VGSQ1 plus... C'est juste ça. De là à là, ça c'est savoir poser l'équation. C'est un Kirchhoff pour la boucle, Kirchhoff tension pour la boucle. Ça, c'est de l'algèbre pour passer de ici à là. Puis là, ensuite, ça, cette équation vous pose un point d'égalité. Et la réponse à la question, c'est que Vin doit demeurer plus grand que ce point d'égalité, parce que si Vin descend en bas de ce point, le montage est un suiveur et le suiveur va arrêter de suivre. Donc, on trouve le point où le suiveur va arrêter de suivre par cette équation, puis le Vin est donc plus grand que, c'est la même équation où on a transformé, donc on avait, regardons qu'est-ce que j'ai ici, là. Donc, si j'ai VGSQ1, j'ai VDSQ2, et c'est quoi VDSQ2? Ben, VDSQ2, c'est, donc j'ai transformé les termes en VGSQ3. Donc, j'ai VGSQ3 et ça, c'est un point de saturation. Regardez, cette équation-là n'est pas banale à écrire. Elle n'est pas banale à écrire parce que j'ai VGSQ3 qui est forcément égal à VGSQ2. Ça, c'est le miroir de courant. C'est le premier VGSQ3. Le deuxième qui est là, c'est la condition pour passer de la zone saturée à la zone triode. Et quand vous commencez à rentrer dans la zone triode, l'amplificateur va commencer à écrêter. Et ça va se passer quand le VDS ici va être égal à VGS moins VT. C'est ce que cette équation-là exprime. Donc, à quelle tension de drain, à quelle tension VDSQ2 le montage va-t-il écrêter? Ben, il va écrêter à une tension qui est VGSQ3 moins VT. Et là, pour le VGSQ3 qui est ici, ben, on dit VGSQ3 est égal à VGSQ1. C'est ce qu'il faut écrire pour avoir. Pourquoi? Ben, c'est ça qui est l'idée de négliger I1. Donc, en négligeant I1, on dit, ben, dans le fond, le VGS que j'ai sur le transistor 2, ça doit être le même que le VGS que j'ai sur le transistor 1. Je néglige la différence qu'il y a entre les deux courants. Donc, finalement, je dis ce VGS qui est là est égal à ce VGS qui est là. Donc, je dois dire sincèrement, cette équation, si vous êtes capable de la visualiser, elle n'est pas facile à poser et c'est probablement une des choses les plus difficiles à laquelle vous allez être exposé dans le cadre du cours. Donc, VGSQ1 est égal à VGSQ3 parce que le courant dans le transistor 1 est égal au courant dans le transistor 3. C'est ça qui est le raisonnement. Et une fois qu'on a posé cette équation-là, tout est en VGSQ3. Donc, comme on est tout en VGSQ3 et qu'on a trouvé VGSQ3 en quelque part, VGSQ3, je ne sais pas où on l'a trouvé, mais ça découle
On avait trouvé VGSQ3 ici. Évidemment, il faut s'en rappeler, là. Donc, on a trouvé VGSQ3 pour avoir de la suite dans les idées, et on prend notre VGSQ3 qu'on a trouvé, qu'on vient le réinjecter ici, puis là, on est en mesure de calculer que Vin à l'entrée doit rester plus grand que 6,684, sinon, je vais me retrouver avec une saturation en sortie. Et ça découle de cette équation-là. Maintenant, il faut se rappeler que le montage a un certain gain AV que vous avez calculé. Donc, le gain AV qu'on avait calculé ici, donc le gain de montage 0,948. Si on le réinjecte ici, bien, on va voir quel est le 0,957, qui est exactement la même valeur, et ça vous dit quelle est l'amplitude que vous pouvez injecter à la charge en sortie avant que le signal sature à la sortie de l'amplificateur, c'est donc dire avant que M2 entre dans le mode triode et que le gain de tout le montage se mette à s'effondrer, donc que le signal n'aille pas plus loin. Donc, vous pouvez faire une excursion négative de moins 6,39 avec ce montage-là. Là, maintenant, on peut essayer de se lancer pour calculer l'excursion positive. En fait, si on considère le I1, ben, si on considère le I1, donc si on considère le I1 dans le montage, donc je vais avoir l'excursion minimale permise si par IDS1. Donc si j'ai un VGS de repos ici, donc mon V de repos c'est quoi? Je parle ici, et ça aussi c'est un genre de raisonnement que je sais extrêmement difficile à suivre pour les étudiants. Donc, je fais une analyse grand signal. Et donc, quelle est la tension à ce nœud? Quelle est la tension à ce nœud quand on commence? Bien, la tension à ce nœud quand on commence, c'est 0, pas de chute de tension dans R1 parce qu'il n'y a pas de courant, et ce nœud est une tension VGS plus bas. On a calculé que VGS était de 2,658. Donc, la tension de repos, c'est ça. Et là, maintenant, on est capable de calculer la tension, le VGSQ min, qui est cette tension moins RL IDSQ. Donc, quand je vais avoir un signal positif, c'est quoi le plus grand signal positif ou négatif? Donc, en fait, c'est une deuxième contrainte qui arrive en parallèle avec la première. Je corrige, c'est une excursion négative qu'on essaie de calculer. Et l'excursion négative, quand le signal descend, on peut dire que on va décharger le condensateur et que le signal va venir de RL. Donc, de combien je vais descendre? Ben, je vais descendre de RL IQ. Donc, si je commence à moins 2, jusqu'où je peux aller? Je peux aller de moins 2, moins RL fois IDSQ, et jusqu'à ce que cette tension fasse entrer le transistor dans le mode triode. Et ça veut dire, dans ce cas-ci, que ça va nous amener à un VSQ qui pourrait descendre jusqu'à moins 11,328. Donc, j'ai une première réponse qui est moins 11,328 et j'ai une deuxième réponse qui est moins 6,39. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a une des deux contraintes par laquelle le signal en sortie ne peut pas descendre à moins de moins 6,39. Puis j'ai une deuxième contrainte qui me dit que le signal en sortie peut descendre à moins 11,328. Donc, cette contrainte n'est pas une contrainte dans le cas où la résistance de charge est de 10 kΩ. Cependant, donc on a calculé, et c'est un peu un calcul dégénéré, où on vous dit j'ai deux contraintes, puis il y en a une des deux qui ne s'appliquera jamais parce qu'elle
le transistor de montage va bloquer quand je vais avoir moins 11,3 volts, moins 11,3 volts étant plus petit que moins 10. Cependant, la valeur qui est là, c'est RL. Et là, je vous dis, que se passerait-il si je reprenais l'analyse avec un RL plus petit? Par exemple, 2 kΩ. Ceci étant RL, si je remplaçais ce RL par 2 kΩ, là, on voit que le VSQ minimum deviendrait plus petit que celui que j'avais calculé ici, et que, en fait, la seconde contrainte s'appliquerait. Donc, il y a comme deux modes qui se compétitionnent l'un l'autre, et ce mode sur l'excursion minimale permise par IDSQ, dans le cas où IDS1 devient égal à 0, c'est ce qu'il faut regarder là, si j'ai des IDS1 qui devient égal à 0, dans le cas de figure où j'ai IDS1 qui devient égal à 0, je ne peux pas tirer plus dans la charge qu'en prenant tout mon courant et en le mettant dans ma résistance RL. C'est ce que ça dit ici, là. Si je commence à moins 2 et que je cesse de passer du courant dans M1, parce que la tension est rendue suffisamment basse que lui descend en bas de son VGS, à ce moment-là, je ne pourrai pas tirer plus dans la charge que quand tout le courant de la source de courant et passe au travers RL. C'est ce que ça exprime. Donc ça, c'est le RL fois le courant fourni par, fourni par la branche. Donc, cette tension-là, ça ne peut pas descendre plus que RL fois tout le courant fourni par le miroir de courant. Et dépendant de la valeur de RL, cette limite au signal maximum va être pertinente ou pas pertinente. Quand le RL qui est là, multiplié par tout le courant de la source de courant, devient égal à ou inférieur à la tension qui amène ce transistor dans le mode triode, c'est sûr que ça ne va pas plus loin. Là, dans ce cas-ci, moins 11,328, c'était inférieur à moins au VSS, donc c'est clair que ça ne comptait pas, alors que donc cette contrainte qui est très réelle, la source de courant ne peut pas faire descendre la tension de sortie plus bas que mettre tout le courant qui vient de la source de courant et l'injecter dans la charge RL. Et ça, c'est une des contraintes, et cette contrainte-là, ben, dans le problème qu'on vous a donné, elle ne s'applique jamais. Donc, voici un genre de problème vraiment complexe. En plus de faire une analyse complexe pour trouver la première réponse, l'analyse complexe du problème, ben, s'il y a une deuxième contrainte, et si vous voulez faire une preuve complète, il faudrait faire les deux analyses et constater que finalement, celle-ci s'applique, que celle-là ne s'applique pas, et que ça, c'est la bonne réponse. Donc, bien sûr, si je vous donne ça en examen comme problème, je pense que vous allez tous avoir 0. Donc, comme je n'ai pas envie de le faire, je veux juste que vous compreniez ce qui est important là-dedans, c'est que quand vous amenez M2 en mode triode, vous ne pouvez pas tirer plus de courant que tout le courant qui vient de la source de courant. C'est clair. Et il y a plusieurs façons de calculer une limite sur l'excursion. Et parfois, la limite ne vient pas de où on pense. Donc, on écrit une première équation qui résulte d'une certaine compréhension de comment le montage fonctionne. Mais il peut arriver qu'il y ait une autre équation qui joue en parallèle qui correspond à une autre contrainte. Quand vous simulez avec LT-Spice, ben, il prend en compte tout en même temps. Quand vous écrivez des équations dans une solution analytique, ben, vous faites des hypothèses pour écrire ces équations-là, et il se peut que les hypothèses que vous posez ne soient pas justes. Donc, si je poursuis un petit peu, donc, en ne négligeant pas le courant I1, donc le courant qui passe dans I1, quand je tiens compte du courant au complet, puis je fais l'analyse au complet, donc c'est ça que je vous dis, ça j'en ai vraiment un petit peu bavé pour faire l'analyse. Donc j'ai fait la seconde analyse qui ne néglige pas le courant qu'il y a dans I1, parce qu'il reste un courant résiduel dans I1. En fait, l'analyse que je viens de faire ici,
c'est une analyse qui suppose que M1 est complètement bloqué. Mais M1 ne sera pas complètement bloqué. Il reste un courant résiduel dans I1. On peut le calculer, on peut en prendre compte, on peut l'exprimer. Puis bien sûr, c'est un développement algébrique qui est plus compliqué. Puis finalement, j'avais trouvé ça fascinant de voir qu'après avoir fait tout ce travail pour ne pas me perdre dans la réponse, ma réponse était moins 6725, alors que ma première réponse que j'avais faite en le négligeant, c'était moins 6,39. Comme on dit ces temps-ci, tout ça pour ça. Donc, après s'être battu si fort pour tenir compte du fait qu'il y a un certain courant qui passe dans I1, et donc le courant, c'est pas vrai de dire que la source de courant peut donner tout son courant à la charge, parce que s'il y a un certain courant résiduel dans M1, il va se retrancher du courant que la charge peut prendre. Donc, la limite va arriver avant, mais quand on tient compte de tout, ben, ça fait une petite correction sur la tension de saturation. Ça, c'est décidément trop compliqué. Ça prend 1 heure au moins, puis il faut faire toutes les équations, puis il ne faut pas se perdre en route, puis il faut faire d'erreur à aucune place. Donc, si je vous donne un problème comme ça, puis que je corrige la réponse, moi, je me surprends à 5 fois avant d'arriver à une réponse satisfaisante. Donc, je suis convaincu que j'aurais, si je corrigeais la réponse dans un problème comme ça, le résultat serait 0 et que c'est un problème qui est trop compliqué pour un examen. Mais LTSpice fait ça en temps réel pour vous. Et c'est juste de comprendre, ce qui est important, là, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes qui jouent en parallèle et la limite qui détermine l'excursion négative maximum, elle vient peut-être pas toujours de où vous pensez, mais il y a bien une limite. Le nœud ici commence à moins 2,65, comme je l'ai dit. Le condensateur, quand on commence, ça c'est quelque chose qui est aussi un peu ésotérique à comprendre pour les étudiants. Le condensateur C2, au repos, se charge et soutient cette différence de potentiel de 2,65 et le nœud qui est là va descendre quand le signal devient négatif, mais il ne peut pas descendre plus que tout le courant qui vient de la branche est injecté dans la charge. Si on poursuit l'analyse, il y a aussi une limite, il y a une condition du côté positif, et jusqu'où je peux aller du côté positif. Et du côté positif, la condition est moins difficile à exprimer. Elle correspond du côté positif de l'analyse maintenant. Donc ça, le cas de figure qu'on essaie d'analyser ici, c'est le cas d'une excursion positive. Et jusqu'où je peux aller à ce nœud en excursion positive avant que le transistor ne décroche. Et effectivement, vous ne pouvez pas avoir plus en sortie que ce qui vient de l'alimentation positive. Ça aussi, c'est une autre des contraintes du montage. Donc, si vous essayez d'utiliser ce montage dans un mode grand signal, donc une des conditions qui est toujours juste, c'est que ce transistor va rester en mode triode si VDS est plus grand que VGS moins VT, que vous pouvez retransformer VDS, c'est VD moins VS, VGS, c'est VG moins VS. Vous pouvez soustraire le VS des deux côtés et retrouver une forme que moi, je ne me rappelle pas par cœur, mais qui découle directement du fait que VDS, c'est égal à VD moins VS, VGS, c'est égal à VG moins VS. Vous simplifiez les deux VS des deux côtés et ça vous dit que VGD, quand vous suivez correctement vos termes, doit être plus petit ou égal à VT. Donc, mon VGD, donc je remplace mes données du problème, et mon VGD maintenant, c'est entre ces deux nœuds-là. Donc, VGD, c'est le Vin. Donc, si en signal VDD, c'est 0, VG, c'est Vin, donc VGD, c'est 0 plus Vin, moins la tension sur, donc Vin, moins la tension sur le drain. Donc, je me suis un petit peu trompé en le disant, là. Donc, 0 plus Vin
Donc, je vais effacer un peu, ça devient un petit peu encombré. Donc, je vais reprendre cette discussion-là. Ouais, essayer d'être un peu plus clair. Je sais que c'est pas facile à suivre, là. Donc, je reviens avec ma plume. Je reviens avec ma plume. 0 plus Vin. 0, 0 plus Vin. Je suis rendu à ce point-là. Moins VDD, c'est une analyse grand signal, c'est pas une analyse petit signal. Moins VDD plus 0, donc est égal, et ça c'est le VGD que je viens d'exprimer, est plus petit que VT. Et ça vient d'où? Ben ça vient de la condition pour que le transistor sorte du mode saturé. Tant que ça c'est vrai, le transistor est saturé, donc essentiellement, il agit comme un amplificateur. En bas de ça, il rentre dans son mode triode, puis il est plus capable de fournir de courant, ou plus beaucoup. Donc, c'est là que ça va commencer à, essentiellement, que le montage va commencer à écrêter. Donc, VGD plus petit que VT. Et donc, quand j'exprime ça, donc si je fais de l'algèbre, donc Vin est plus petit que VT plus VDD. Et donc si j'ai VDD qui est de 10 volts et VT qui est de 2, c'est intéressant, possiblement surprenant, que quand Vin va atteindre 12 volts, c'est quand même surprenant, quand Vin va atteindre 12 volts, le transistor qui est là va cesser de pouvoir fournir. Donc, ce qu'on vient de calculer, qui est assez surprenant, d'une certaine façon, et un peu contre-intuitif, c'est que je peux prendre le montage qui était à 0 et faire monter ce nœud-là jusqu'à plus 12, ici, jusqu'à plus 12, et le transistor qui est là va suivre, plus 12, mon 2 est mal fait là, puis je peux descendre jusqu'à moins 7, moins 6.5, ou les différentes formes que j'ai calculées, et le signal en sortie va suivre. Le plus 12, on vient de le trouver, et le moins 6.7, c'est le calcul version longue, et le calcul version courte, en négligeant, donc en faisant comme si le courant résiduel dans M1 était nul, c'est ça. Et ça vous donne finalement ce problème. Et je vous répète, c'est le problème le plus difficile que dans tout le cours. Si je vous donne ça à l'examen, je sais c'est quoi le résultat. Tout le monde va avoir 0 pour le numéro. Donc, comme je ne trouve pas ça drôle, je ne le ferai pas. Donc, ça vous donne une excursion de plus 12 et moins 6,5. Et ça vous donne la plage d'excursion du signal que vous pouvez retrouver en sortie de ce suiveur. Il reste un petit calcul à faire dans cette analyse-là. Donc, on obtient donc nos deux réponses. Vin moins 12, le Vin correspondant. On l'obtient le Vin en tenant compte en passant du gain. Ce que j'ai donné, c'est la tension en sortie pour un des deux termes. Donc, et évidemment, il faut tenir compte du gain. Si on corrige pour le gain, c'est ça les tensions d'entrée que l'on retrouve. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est ça ici, là. Donc, les V-out. J'ai fait un petit lapsus dans la planche précédente. L'excursion négative maximum en sortie, c'est moins 6.75. L'excursion positive, c'est 11.484. Et quand on tient compte du gain, ben, ce sont les plages de tension à l'entrée pour lesquelles le signal va suivre avec ce gain autour de 0.9 qu'il y a dans le montage. Et je crois que ça termine cette analyse qui est un peu chevelue. Et si vous me trouvez compliqué, si vous me trouvez difficile à suivre, si je vous ai fait avoir une indigestion et des boutons, vous pouvez vous dire, dans la mesure où vous avez compris jusque-là, vous êtes correct. Le problème qui suit, donc le problème 3, parfois, dans les manuels, vous savez, on va mettre une étoile sur un problème. Bon, mais ça, c'est pour les champions parmi vous. Et si on donne un problème comme ça en examen, ben, d'habitude, personne ne va être capable de répondre. Donc, je vous promets que je ne le ferai pas
parce que c'est inutile et c'est sans aucun plaisir. Donc, ce problème et l'analyse du problème, la réponse 3, elle est ici, mais tout ce qui est là, vous savez le faire. C'est des Kirchhoff tensions, ce sont des boucles, et c'est de suivre correctement les contraintes de votre transistor. Rien de ce que j'ai fait est au-dessus du niveau du cours. C'est juste touffu, chevelu, quand on tient compte de toutes les contraintes, et ça dégénère comme une orgie de calcul. Puis bien sûr, si vous faites ça manuellement dans un examen, ben, les conséquences, on les connaît. Puis encore une fois, quand j'ai fait cette analyse-là, j'ai dû me reprendre par 4 fois, puis je me suis trompé 4 fois, jusqu'à temps que j'arrive à un calcul qui avait du sens, et je me suis arrêté après y avoir brûlé probablement quelques heures, si vous incluez le temps que ça prend pour écrire les équations dans un outil d'équation. Donc voici, ça termine ce module sur l'amplificateur MOS en configuration drain commun. Puis encore une fois, tout ça pour ça, ben, c'est la configuration qui va vous donner essentiellement un gain de 1. Elle va vous donner un gain de 1 et elle va prendre le signal en entrée et elle va vous le donner en sortie. Et cette configuration qui vous donne un gain de 1 puis qui abaisse votre niveau d'impédance peut dégénérer comme étant une des plus difficiles à analyser dans le cadre du cours. Donc, merci de votre attention.